On considère, si vous voulez, aujourd'hui que le méthylphénidate n'est pas le traitement de première ligne et de première intention. Que d'abord, les recommandations, si vous voulez, c'est qu'il faut d'abord essayer les mesures non médicamenteuses et que ça vient en deuxième intention. Bon, en réalité, moi personnellement, dans notre centre ici à Tours, je ne vois pas par définition la population des enfants et des patients qui ont des troubles psychopathologiques au premier plan. Je m'efforce de gérer surtout les enfants qui ont un TDAH, les enfants qui ont des troubles de déficience intellectuelle et les enfants qui ont des troubles spécifiques d'apprentissage. Et pour ces enfants-là, lorsque nous avons fait un diagnostic de TDAH et qu'il y a un déficit de l'attention, à part quelques cas rares et à la marge, il faut stimuler leur attention. Donc ça me semble assez rare d'utiliser uniquement des mesures de guidance parentale et de psychothérapie pour régler un problème d'attention qui a besoin d'être stimulé. Donc si vous voulez, je trouve que oui, c'est pas la première ligne de traitement, n'empêche que quand on est devant un vrai TDAH pur et dur, c'est indispensable. Et ça donne des résultats spectaculaires qui permettent ensuite de faire les autres approches, c'est-à-dire la psychothérapie, on va en reparler, mais les différentes sortes de psychothérapie, les mesures d'accompagnement pédagogique des enseignants, des parents, avec un enfant qui, du coup, va être dans les apprentissages. Donc, si vous voulez, pour moi, la prise en charge comporte trois mesures. Les mesures d'accompagnement et pédagogique, les mesures psychothérapeutiques et le traitement pharmacologique. Depuis à peu près, on va dire 5-6 ans, émergent ou reviennent sur le devant de la scène des approches thérapeutiques qui étaient connues depuis longtemps et avaient été peut-être un peu occultées par l'essor de la psychanalyse, par exemple. Et où je pense en particulier à la méditation, à la pleine conscience, l'hypnose médicale, qui sont des approches thérapeutiques qui existent depuis longtemps, mais qui avaient été un petit peu reléguées au second plan, et qui aujourd'hui tentent à revenir. Et ces approches thérapeutiques, alors elles appartiennent à ce qu'on appelle les thérapies brèves. Pourquoi ? Parce qu'elles sont basées sur l'utilisation des ressources du patient, dans l'idée que le patient va être son propre thérapeute, qu'il a en lui des ressources qui lui permettent de se faire du bien, et que on peut se caler, enfin on peut imaginer des thérapies qui ne durent pas des années, mais qui soient assez focalisées, avec des objectifs assez précis, que le patient a envie de faire évoluer. J'utilise très souvent avec les familles, avec les enfants, les patients et avec les étudiants, l'image du guide de haute montagne. Le guide de haute montagne, c'est une métaphore absolument parfaite. Le guide de haute montagne, c'est pas lui qui fait l'ascension à la place de la personne. Il accompagne. Et il est capable de dire, on va pas aller par là, ça serait pas mal d'aller par là, mais on va pas aller par là, on va aller par là, même si ça a l'air un peu plus difficile, c'est là qu'il faut aller, parce que là, c'est pas dangereux. Bon. Eh bien, si vous voulez, pour reprendre cette métaphore, ces thérapeutiques, ces thérapies, ces approches utilisent les ressources du patient qui sait ce qui est bon pour lui et qui va prendre dans ce que va lui donner son guide thérapeutique. C'est pas au sens, c'est guide thérapeutique, c'est pas au sens de gourou, mais je veux dire que va utiliser ce que lui donne le thérapeute pour aller mieux. Et si vous voulez, il y a une partie du travail qui va se faire, que ce soit en méditation, en art-thérapie ou en hypnose, un peu à l'insu du thérapeute qui ne sait pas trop comment les choses s'opèrent, mais le patient va, avec ses ressources propres, évoluer. Et évoluer dans son intérêt propre, parce qu'il sait ce qui est bon pour lui.